On parle souvent d'évaluer autrement en éducation. Par contre, il y a certains questionnements des enseignants qui peuvent être des freins, qui les empêchent d'emboîter le pas. Est-ce que j'ai le droit de récolter des preuves autres que celles à l'écrit? Est-ce que les traces peuvent être différentes d'un élève à l'autre? Est-ce que c'est correct de permettre aux élèves de s'entraider lorsqu'on les évalue individuellement? Tout à fait. Puis comment je vais faire à l'approche du bulletin pour porter mon jugement puis me sentir solide devant les parents en ayant moins de traces écrites? Absolument. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, Amélie, à un enseignant qui a ces questionnements? Je lui dirais que c'est normal de se poser ces questions-là, qu'il y a beaucoup de craintes entourant un changement de pratique. Les enseignants ont l'impression de devoir tout refaire. Outils d'évaluation, méthodes d'évaluation, prise de données différentes. Bref, c'est un grand virage quand même. Puis ça vient avec un lot de défis. Parce qu'en plus, ces changements-là, ils se vivent sous les yeux des collègues qui n'ont peut-être pas nécessairement emboîté le pas puis qui attendent de voir si ça vaut la peine. Sous les yeux des parents qui ont grandi dans un système d'éducation tout à fait différent de celui à l'heure actuelle et sous les yeux des élèves qui ont des expériences scolaires différentes. Donc, comment alors redonner confiance aux enseignants pour qu'ils s'autorisent à porter un jugement sur l'apprentissage des élèves sans toujours avoir la fameuse trace écrite? Quand j'ai accompagné des enseignants qui ont fait ce virage, une des premières choses que je faisais avec eux à l'approche du bulletin, je demandais à l'enseignant de fermer ses yeux. Je lui nommais le nom d'un de ses élèves, puis je lui demandais quelle couleur tu lui mettrais pour la compétence à écrire. À chaque fois que je faisais l'exercice, je me rendais compte que l'enseignant était vraiment capable de porter un jugement global sur la compétence de l'élève, et ce, même sans avoir plein de productions, traces écrites ou de cumul de notes. Ouais. Par contre, je me suis rendu compte que l'enseignant continuait à avoir un stress face à l'évaluation, puis il se sentait pas légitime de faire souvent ce virage qui est parfois très inconfortable. Oui, c'est comme si les enseignants veulent être certains d'avoir le droit d'évaluer autrement. C'est comme un changement de paradigme. En fait, tout part du rôle de l'évaluation qui est pour l'apprentissage. Tellement. Il faut défaire des mythes en éducation, puis surtout en évaluation. L'évaluation est en aide à l'apprentissage. Son rôle, c'est de vérifier la progression de l'élève, de lui fournir des rétroactions pour qu'il s'améliore, puis de communiquer aux parents cette progression. Et à la fin de l'année scolaire, elle sert en certification des acquis dans le but de réaliser un classement. Oui. Puis, en fait, la politique d'évaluation des apprentissages du ministère présente 6 valeurs qui doivent, en fait, orienter nos actions, qui dessinent un peu notre marge de manœuvre. Donc, si tu le veux bien, je vais te nommer ces 6 valeurs-là pour que tu puisses peut-être déconstruire certains mythes. Tout à fait. Donc, tout d'abord, il y a la justice. L'élève, il a le droit de reprendre une évaluation. Il peut demander une révision de notes, même s'il est en réussite. Donc, dans la politique ministérielle, on a le droit de se reprendre en tout temps. Si on voit qu'un élève a moins bien réussi une production demandée, pourquoi je ne pourrais pas lui offrir l'opportunité de démontrer sa compétence d'une autre façon? Par une entrevue, par des observations recueillies? Deuxième valeur, l'égalité. Ce qui doit être uniforme pour tous, ce sont les objets d'évaluation et les critères d'évaluation. La modalité peut varier d'un élève à l'autre. Donc, c'est là que la triangulation des preuves d'apprentissage est intéressante. Je peux aller chercher les traces en production, en conversation et en observation. Un élève pourrait avoir plus de production, moins d'observation et moins de conversation, et un autre élève, ce serait différent, et c'est correct. Troisième valeur, l'équité. Ce qui est équitable, c'est de fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour démontrer leurs apprentissages. Donc, je tiens compte des caractéristiques individuelles de certains élèves en leur offrant les outils dont ils ont besoin. Ensuite, la cohérence. L'évaluation, ça concerne directement ce qui a été enseigné conformément aux attentes du programme. Donc, les traces d'apprentissage que je vais recueillir sont en lien direct avec ce que j'ai annoncé à mes élèves et c'est là-dessus que je vais pouvoir offrir mes rétroactions et évaluer. Il n'y en a pas de surprise. Cinquième valeur, la rigueur. Le jugement professionnel de l'enseignant s'appuie sur des traces pertinentes et suffisantes afin de maintenir des actions qui vont servir à faire progresser l'élève. Donc, tous mes élèves ne doivent pas avoir le même nombre de traces ni les mêmes traces. L'important, c'est d'avoir des traces variées et suffisantes pour pouvoir porter mon jugement sur chaque élève. La rétroaction fait partie intégrante d'une évaluation rigoureuse. Sixième et dernière valeur, la transparence. L'élève doit connaître les cibles d'apprentissage et les critères sur lesquels il va être évalué. Donc, je peux offrir des modèles aux élèves sans penser que c'est du plagiat.
Si je travaille avec transparence dans ma salle de classe, l'élève sera au courant de sa progression. Il sera à même de pouvoir faire des auto-évaluations et d'être un porte-parole auprès de son parent pour expliquer ses forces, ses capacités, ses défis et ses limites. On enlève un poids sur les épaules des enseignants quand vient le temps du bulletin. C'est une responsabilité partagée. Donc, finalement, la politique d'évaluation, elle nous donne le droit de faire autrement. Il faut peut-être juste changer notre regard sur l'évaluation.